Vikram Patel était assis dans le petit cybercafé de Mumbai et regardait l'écran comme s'il pouvait accélérer la connexion par la seule force de sa volonté. Le café sentait le désinfectant bon marché et le parfum sucré du chai qui s'échappait de la cuisine voisine. Dehors, la circulation était frénétique, les klaxons se mélangeaient aux cris des vendeurs ambulants, mais Vikram ne remarquait rien de tout cela. Toute son attention était fixée sur la femme à l'écran qui lui racontait une vie tellement éloignée de sa réalité que cela semblait presque irréel. Mathilde Georges. Elle avait 48 ans, comme elle le lui avait dit, et vivait dans une ville allemande appelée Leipzig. Vikram n'avait jamais entendu parler de Leipzig avant de rencontrer Mathilde. Mais entre-temps, il pouvait imaginer vivement cette ville. Mathilde lui avait envoyé des photos de larges rues bordées de vieux bâtiments, de parcs où personne ne jetait de détritus par terre, de sa maison avec son petit jardin. Tout paraissait si propre, si ordonné, tellement différent des ruelles étroites de Mumbai, où Vikram vivait dans un petit appartement avec sa mère et ses 2 frères et sœurs. Ils s'étaient rencontrés 6 mois auparavant sur une plateforme de rencontres internationales. Vikram avait alors 29 ans et ne cherchait pas vraiment une relation sérieuse. Un ami lui avait parlé du site, lui avait dit que beaucoup d'hommes indiens y rencontraient des femmes européennes, des femmes qui pourraient offrir une vie meilleure. Vikram avait ri, pensant que c'était une blague, mais un jour particulièrement frustrant, après que son chef l'ait crié dessus pour une erreur commise par un collègue, il s'était inscrit. Le profil de Mathilde lui avait immédiatement attiré l'attention. Non pas parce qu'elle était particulièrement attirante, bien qu'elle soit bien conservée pour son âge, mais parce que sa description contenait une honnêteté qui l'avait touchée. Elle écrivait que depuis la mort de son mari il y a 3 ans, elle était devenue très seule, que ses enfants adultes vivaient leur propre vie et la visitaient rarement. Elle cherchait quelqu'un de loyal, quelqu'un qui apprécie la famille, quelqu'un prêt à construire une nouvelle vie. Elle mentionnait que l'âge et l'origine n'avaient pas d'importance pour elle, du moment que le cœur y soit. Vikram lui avait écrit, d'abord avec hésitation, presque en s'excusant. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réponde. Pourquoi une femme allemande, vivant dans sa propre maison, s'intéresserait-elle à un employé d'un centre d'appel indien qui partageait une chambre avec son frère? Mais Mathilde avait répondu, et rapidement. Elle lui posait des questions sur sa vie, sa famille, ses rêves. Elle écoutait vraiment d'une manière que personne d'autre ne le faisait. Au cours des mois suivants, une correspondance intense s'était développée entre eux. Ils s'écrivaient quotidiennement, parfois pendant des heures. Mathilde lui parlait de l'Allemagne, de sa culture, des opportunités. Elle disait qu'en Allemagne, le travail acharné était récompensé, que quelqu'un comme Vikram, intelligent et travailleur, pourrait y avoir un vrai avenir. Elle parlait de son grand appartement, où il y aurait assez de place pour 2 personnes, de sa petite entreprise, une agence de traduction qu'elle dirigeait depuis chez elle. Elle gagnait bien, disait-elle, et ne cherchait pas quelqu'un pour la soutenir financièrement, mais un partenaire, un compagnon. Vikram avait commencé à rêver. Dans son travail au centre d'appel, il passait 8 heures par jour, dans une pièce étouffante, avec 100 autres personnes à répondre aux réclamations de clients énervés d'Amérique et d'Europe. Le salaire était mauvais, le traitement des supérieurs irrespectueux. Sa mère était malade, avait besoin de médicaments qu'il pouvait à peine se permettre. Son frère cadet venait d'abandonner ses études parce que l'argent manquait. Sa sœur aurait bientôt besoin de se marier, et la famille allait s'endetter pour cela, comme c'était la tradition. Mathilde lui offrait une issue à tout cela. Pas immédiatement, pas de manière maladroite. Elle était assez intelligente pour y aller lentement. Ce n'est qu'après 3 mois qu'elle avait mentionné pour la première fois la possibilité que Vikram vienne en Allemagne. Elle avait dit qu'elle paierait tous les frais, le visa, le vol, tout. Elle l'aiderait à s'installer en Allemagne. Peut-être pourrait-il travailler dans son agence. Après tout, son anglais était excellent. Et si les choses se passaient bien entre eux, il pourrait envisager le mariage, ce qui lui donnerait un droit de séjour permanent. Rohan, l'ami de Vikram, était sceptique,
quand Vikram lui avait parlé de Mathilde. Ils étaient assis sur le toit de l'immeuble où vivait Vikram, buvaient du whisky bon marché et regardaient le soleil se coucher derrière les nuages de smog. Rohan travaillait dans la même entreprise que Vikram, connaissait sa situation, comprenait son désir de quelque chose de mieux, mais il avait aussi entendu des histoires d'hommes indiens qui étaient allés en Europe et y avaient été exploités, qui avaient fini comme travailleurs bon marché, ou pire encore. Vikram avait essayé de calmer les craintes de Rohan. Mathilde était différente, avait-il dit. Elle ne lui avait jamais demandé d'argent, au contraire, elle avait offert de lui en envoyer, ce qu'il avait refusé. Elle le respectait, le traitait comme égal. Oui, elle était plus âgée, presque 20 ans de plus que lui, mais qu'est-ce que cela importait? En Inde, les hommes épousaient souvent des femmes plus jeunes. Pourquoi l'inverse ne fonctionnerait-il pas? Rohan avait soupiré et lui avait dit de faire attention, de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Mais Vikram ne l'écoutait pas vraiment. Dans son esprit, il était déjà en Allemagne, dans ce pays propre et ordonné, où les trains arrivaient à l'heure et où les gens ne dormaient pas dans la rue. Après 4 mois, Mathilde lui avait fait une proposition concrète. Elle viendrait en Inde, le visiter, rencontrer sa famille. Elle voulait s'assurer qu'ils allaient vraiment bien ensemble, que la chimie ne fonctionnait pas seulement en ligne. Si tout allait bien, ils pourraient se marier en Inde, selon la loi indienne, et puis Vikram pourrait se rendre en Allemagne avec un visa de conjoint. Vikram était submergé. L'idée que cette femme allemande vienne réellement à Mumbai dans son monde semblait irréelle. Il avait tout préparé, avait nettoyé le petit appartement jusqu'à ce qu'il brille, avait préparé sa mère, qui avait d'abord été choquée par la différence d'âge et le fait que Mathilde ait déjà été mariée. Mais quand Vikram lui avait expliqué ce que ce mariage pourrait signifier pour la famille, qu'il pourrait envoyer de l'argent d'Allemagne pour ses médicaments, pour l'éducation de son frère, pour le mariage de sa sœur, sa mère avait commencé à céder. Mathilde était arrivée à Mumbai en février. Vikram l'avait cherchée à l'aéroport, son cœur battait la chamade de nervosité. Quand elle était passée par la salle des arrivées, il l'avait reconnue immédiatement, bien qu'elle paraisse différente en personne qu'en photo. Peut-être plus vieille, les rides autour de ses yeux plus profondes. Mais son sourire était chaleureux quand elle s'était approchée de lui. Elle l'avait serré fort dans ses bras, avait chuchoté qu'elle était si heureuse de le voir enfin, et Vikram avait senti quelque chose se détendre dans sa poitrine. Elle était réelle, elle était là, tout irait bien. La première semaine avait été étrange, mais belle. Mathilde s'était logée à l'hôtel, avait refusé de rester chez la famille de Vikram, avait dit qu'elle ne voulait pas être un fardeau. Elle avait invité la famille de Vikram au restaurant, dans des restaurants que Vikram ne se serait normalement jamais permis. Elle avait apporté des cadeaux, des vêtements chers, de l'électronique, de l'argent pour la mère de Vikram. Elle était polie, respectueuse, posait des questions sur la culture indienne, admirait les temples que Vikram lui montrait, mais il y avait des moments où Vikram sentait quelque chose d'étrange. La façon dont Mathilde le regardait parfois, comme s'il était un objet qu'elle inspectait. La façon dont elle prenait des décisions sans lui demander, comment elle organisait son temps, planifiait sa journée. Une fois, et quand Vikram avait dit qu'il aimerait passer une journée avec Rohan, le visage de Mathilde était devenu dur. Elle avait dit qu'elle était venue tout droit d'Allemagne pour passer du temps avec lui et il voulait la laisser pour ses amis. Vikram s'était rapidement excusé, avait dit qu'il n'avait pas réfléchi, bien sûr qu'il resterait avec elle. Après 2 semaines, Mathilde avait abordé le sujet du mariage. Ils étaient assis dans sa chambre d'hôtel, la climatisation bourdonnait doucement. Mathilde avait dit qu'elle avait décidé qu'elle voulait épouser Vikram, qu'elle voulait le ramener en Allemagne. Mais il devait agir rapidement, avait-elle dit. La bureaucratie pouvait prendre des mois s'il ne commençait pas tout de suite. Elle avait déjà contacté un avocat qui les aiderait à accélérer les papiers. Vikram était submergé d'émotions. C'était ce qu'il attendait, ce pourquoi il avait espéré. Mais en même temps, il sentait une légère inquiétude, une voix au fond de lui,
qui demandait pourquoi cela devait aller si vite, pourquoi Mathilde était si pressante. Il avait écarté ses pensées, s'était dit que Mathilde était simplement efficace, typiquement allemande. Le mariage avait eu lieu 3 semaines plus tard, une petite cérémonie à la mairie avec seulement la famille la plus proche de Vikram et un témoin organisé par l'avocat de Mathilde. Mathilde portait une simple robe blanche, Vikram un nouveau costume qu'elle lui avait acheté. Quand ils avaient signé les documents, Vikram avait ressenti un mélange d'excitation et de peur. Il était maintenant marié à cette femme qu'il connaissait à peine, et bientôt il abandonnerait toute sa vie pour un pays qu'il ne connaissait que par des photos et des histoires. Après le mariage, Mathilde était restée 1 semaine en Inde, puis était repartie en Allemagne pour préparer l'arrivée de Vikram. Elle avait dit que cela prendrait environ 2 mois avant que son visa ne soit approuvé. Alors il pourrait venir. En attendant, il devrait préparer ses affaires, quitter son travail, se préparer pour sa nouvelle vie. Vikram avait donné sa démission. Son chef avait simplement haussé les épaules. Il y en aurait 100 autres pour prendre sa place. Ses collègues l'avaient félicité sans enthousiasme, certains jaloux, d'autres compatissants. Rohan l'avait pris à part, lui avait encore dit de faire attention, de rester en contact, de se manifester si quelque chose n'allait pas. Vikram avait hoché la tête, avait serré son ami dans ses bras, avait promis d'écrire. Quand le visa était finalement arrivé, un petit autocollant dans son passeport, cela semblait irréel. Vikram Patel, visa de conjoint pour l'Allemagne, valide pour 1 an. Sa mère avait pleuré quand il avait préparé ses valises, avait serré sa main fermement, lui avait dit de prendre soin de lui, de ne pas oublier d'où il venait. Son frère et sa sœur avaient essayé d'être courageux, mais Vikram avait vu les larmes dans leurs yeux. À l'aéroport, Vikram avait serré sa famille une dernière fois. Il avait passé le contrôle de sécurité, s'était retourné, avait fait un signe de la main, les avait vus devenir plus petits jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis, il s'était assis dans l'avion, avait regardé par la fenêtre, avait vu Mumbai disparaître sous lui, les lumières familières, les rues chaotiques, tout ce qu'il connaissait. Il pensait à Mathilde qui l'attendait à Leipzig. Il pensait à la nouvelle vie qui l'attendait. Il pensait à toutes les possibilités, les rêves, les espoirs. Il ne pensait pas au fait que Mathilde était devenue étrange dans ses messages ces dernières semaines, plus exigeante, plus contrôlante. Il ne pensait pas à la façon dont elle avait dit qu'il ne devait donner son adresse à personne en Allemagne, qu'il devait d'abord arriver avant de trouver de nouveaux amis. Il ne pensait pas qu'il venait d'abandonner tout cela pour une femme qu'il connaissait à peine. Et alors que l'avion décollait en direction de l'Allemagne, Vikram ne savait pas qu'il ne se dirigeait pas vers une nouvelle vie, mais vers une prison dont il n'y aurait pas de sortie facile. L'aéroport de Francfort semblait à Vikram être une ville faite de verre et d'acier. Tout brillait, tout fonctionnait avec une précision qui lui était étrangère. Les gens se déplaçaient avec détermination, personne ne criait, personne ne se bousculait. Les annonces se faisaient en allemand parfait, puis en anglais, clairs et distinctes. Vikram suivait les panneaux jusqu'à la bagagerie, son cœur battait rapidement. Mathilde avait dit qu'elle le cherchait à Leipzig. Il devait juste prendre le vol de correspondance. Elle l'attendrait à l'aéroport de Leipzig-Halle. Le vol vers Leipzig ne durait qu'1 heure, mais pour Vikram, cela semblait une éternité. Il s'était assis à la fenêtre et avait observé l'Allemagne sous lui, les champs ordonnés, les routes droites, les petits villages avec leurs toits rouges. Tout paraissait tellement différent de l'Inde, tellement planifié, tellement contrôlé. Quand l'avion avait atterri, Vikram avait senti son estomac se contracter. C'était ça. Il n'y avait pas de retour en arrière. Mathilde se tenait à la sortie, tenant une pancarte avec son nom. Elle portait une veste sombre et un jean, paraissait fatiguée. Quand Vikram s'était approché, elle avait souri, mais le sourire ne rejoignait pas ses yeux. Elle l'avait serré brièvement, raidement, puis avait pris l'une de ses valises et s'était dirigée rapidement vers le parking. Vikram l'avait suivie, essayant de rester à la hauteur, voulant dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge.
La voiture était une vieille Volkswagen grise qui sentait les cigarettes et quelque chose d'humide. Mathilde conduisait en silence, concentrée, ses mains fermement sur le volant. Vikram essayait de faire la conversation, demandait des nouvelles de la ville, du temps, de son travail. Mathilde répondait brièvement, monosyllabiquement. Vikram sentait la tension, ne comprenait pas. Avait-il fait quelque chose de mal? Était-elle en colère contre lui? Leipzig s'était montré à lui par une grise journée de mai. Les rues étaient larges, les bâtiments anciens et imposants, certains rénovés et brillants, d'autres encore gris et s'effritant, des vestiges d'une autre époque. Il pleuvait légèrement, les gens marchaient avec des parapluies, les tramways passaient en grinçant. Tout semblait ordonné, tranquille, mais aussi étrangement vide. Où étaient les gens? Où était la vie, le chaos que Vikram connaissait de Mumbai? Mathilde avait tourné dans une rue latérale, puis dans une encore plus petite, jusqu'à s'arrêter devant un immeuble d'habitation de 4 étages. Le bâtiment paraissait délabré, l'enduit s'écaillait, certaines fenêtres étaient barricadées. Vikram avait essayé de cacher sa déception. Ce n'était pas la maison que Mathilde lui avait montrée en photo, le bel immeuble avec le jardin. Mathilde avait remarqué son regard et avait dit brièvement qu'elle avait dû vendre l'ancienne maison après la mort de son mari, trop de dettes. Celle-ci était temporaire, jusqu'à ce que ses affaires s'améliorent. L'appartement était au 3e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. Vikram avait traîné ses valises dans les escaliers. L'escalier sentait le chou et l'urine. Mathilde avait ouvert la porte et s'était écartée. Vikram était entré dans l'appartement et s'était arrêté. C'était petit, beaucoup plus petit qu'il ne l'avait attendu. Un couloir étroit, à gauche une minuscule cuisine, à droite une salle de bain, tout droit un séjour avec un vieux canapé usé et une vieille télévision. Aucune trace du bureau dont Mathilde avait parlé, de l'agence de traduction. Vikram avait posé ses valises et avait essayé de sourire. Ce n'était pas mal, s'était-il dit. C'était quand même mieux que la minuscule pièce à Mumbai. C'était un nouveau départ. Mathilde se tenait derrière lui, les bras croisés, et avait dit qu'il ne devait pas se plaindre. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Vikram s'était retourné, confus. Il ne s'était pas plaint, n'avait rien dit. Mathilde le regardait avec un regard qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Puis, elle s'était retournée et avait disparu dans la cuisine. Le soir, Mathilde avait cuisiné quelque chose qu'elle appelait « soupe aux pommes de terre ». C'était fade, mais Vikram avait mangé poliment, avait loué le repas. Mathilde était assise face à lui à la petite table de la cuisine et l'observait. Elle posait des questions, beaucoup de questions. Avait-il donné son adresse à quelqu'un en Inde? Avait-il dit à sa famille exactement où il vivait? Avait-il l'intention de trouver des amis à Leipzig? Vikram avait répondu honnêtement, avait dit non. Il n'avait donné l'adresse exacte à personne, comme elle l'avait souhaité. Il voulait d'abord s'installer, s'adapter, avant de s'occuper des contacts sociaux. Mathilde avait hoché la tête, semblait satisfaite. Puis, elle avait dit quelque chose qui avait fait courir des frissons dans le dos de Vikram. Elle voulait qu'il lui rende son téléphone. Ici, en Allemagne, les tarifs étaient chers. Elle lui achèterait un téléphone allemand, avec un contrat bon marché. Vikram avait hésité. Son téléphone était sa seule connexion à sa famille, à Rohan. Mathilde avait vu son hésitation et son visage s'était durci. Elle avait dit que s'il ne lui faisait pas confiance, s'il avait des secrets pour elle, alors ça ne fonctionnerait pas. Elle avait tout fait pour lui, l'avait amené en Allemagne, l'avait épousé, et il ne pouvait même pas lui accorder cette petite faveur. Vikram avait cédé. Il avait remis son téléphone, l'avait vu le mettre dans un tiroir et le verrouiller. Elle avait dit qu'elle en achèterait un nouveau demain. Il devait juste être patient. En attendant, il pouvait se reposer, s'habituer au décalage horaire. Cette nuit-là, Vikram était allongé sur le canapé. Mathilde s'était approprié la seule chambre, avait dit qu'il pourrait venir la rejoindre plus tard quand il serait prêt. Mais d'abord, il devait s'adapter. Vikram fixait le plafond, écoutait les sons étranges de l'appartement, le grincement des tuyaux, le bruit du chauffage. Il pensait à sa famille, à Mumbai, se demandait ce qu'il faisait maintenant. C'était au milieu de la nuit là-bas, il dormait, ne savait pas que quelque chose n'allait pas.
Les premiers jours à Leipzig se mélangeaient en un rêve étrange. Mathilde sortait le matin, disait qu'elle avait des rendez-vous, des affaires à régler. Elle laissait Vikram seul dans l'appartement, lui donnait des tâches. Il devait nettoyer, avait-elle dit. La salle de bain était une honte. La cuisine devait être nettoyée. Les fenêtres étaient sales. Vikram nettoyait, confus mais obéissant. Il n'avait jamais été quelqu'un qui reculait devant le travail. Et si Mathilde voulait que l'appartement soit propre, il le rendrait propre. Mais ce n'était jamais assez propre. Mathilde rentrait, inspectait son travail avec un regard critique, trouvait toujours quelque chose. Le sol n'était pas bien lavé, les fenêtres avaient des traces. La salle de bain sentait encore bizarrement. Vikram devait tout refaire, pendant que Mathilde était assise sur le canapé et regardait la télévision. Après une semaine, Vikram avait timidement demandé des nouvelles du nouveau téléphone. Mathilde avait dit qu'elle n'avait pas eu le temps de l'acheter. Vikram avait demandé s'il pouvait récupérer l'ancien juste pour appeler rapidement sa mère, lui dire que tout allait bien. Mathilde avait explosé. Elle avait crié qu'il était ingrat, égoïste, pensait seulement à lui-même et à sa famille en Inde, pas à elle, qui avait tout fait pour lui. Vikram s'était tu, choqué par sa soudaine colère. Le jour suivant, Mathilde avait commencé à parler d'argent. Elle avait dit que la situation était difficile. L'agence de traduction ne marchait pas bien. Elle avait des dettes. Vikram avait proposé de travailler, de gagner de l'argent pour aider. Mathilde avait ri amèrement et avait dit qu'avec son visa, il ne pouvait pas travailler, pas officiellement en tout cas, mais il y avait d'autres possibilités. Elle avait des contacts, des gens qui avaient besoin de quelqu'un comme lui pour des petits boulots, du travail au noir, mal payé, mais mieux que rien. Vikram avait accepté, soulagé de pouvoir enfin faire quelque chose, de ne pas rester enfermé dans l'appartement. Mathilde lui avait trouvé un travail dans un entrepôt à la périphérie de la ville, où il devait emballer des cartons pour 4 € de l'heure. Elle payait en espèces. Vikram travaillait 12 heures par jour, rentrait épuisé, donnait l'argent à Mathilde. Elle le prenait sans remercier, disait que cela couvrait à peine les courses. Les semaines passaient. Vikram perdait la notion du temps. Il travaillait, dormait, nettoyait, répétait le cycle. Il n'avait aucun contact avec le monde extérieur, ne connaissait personne à Leipzig à part Mathilde. La ville lui restait étrangère. Il ne la voyait que par la fenêtre du bus qui le menait au travail. Un soir, alors que Mathilde était de bonne humeur, chose rare, Vikram avait demandé timidement quand il pourrait visiter sa famille, ou quand il pourrait venir en Allemagne en visite. Le visage de Mathilde s'était immédiatement assombri. Elle avait dit que c'était impossible, trop cher, trop compliqué. Sa famille devait comprendre qu'il vivait maintenant ici, que l'Allemagne était son foyer. S'il pensait constamment à l'Inde, il pouvait aussi bien repartir. Vikram avait compris la menace. Sans Mathilde, il n'avait rien en Allemagne. Pas de visa, pas le droit de rester. Il était dépendant d'elle, complètement. Et lentement, insidieusement, il avait commencé à comprendre que c'était exactement le plan de Mathilde. Elle ne l'avait pas épousé par amour, pas pour trouver un partenaire, mais pour posséder quelqu'un, quelqu'un qui dépendait d'elle, qui devait faire ce qu'elle disait. Au cours de la 4e semaine, quelque chose s'était passé qui avait détruit définitivement le dernier espoir de Vikram. Il était rentré du travail et avait trouvé Mathilde en train de fouiller dans sa valise. Elle avait sorti toutes ses affaires, les avait fouillées, avait trouvé son passeport. Quand Vikram avait demandé ce qu'elle faisait, Mathilde avait dit calmement qu'elle gardait son passeport pour lui, pour qu'il ne le perde pas. Elle l'avait mis dans le même placard que son téléphone, avait fermé la porte à clé. Vikram restait là, regardait ses seuls documents, ses seules connexions à la liberté, être enfermé. Il voulait protester, exiger qu'elle lui rende ses affaires, mais les mots ne venaient pas. Mathilde le regardait avec un regard qui ne tolérait aucune réplique, et Vikram avait compris qu'il était piégé. Pas par des chaînes ou des serrures, mais par des papiers, par la dépendance, par un système qu'il ne comprenait pas. Cette nuit-là, Vikram était allongé sur le canapé et fixait le plafond. Dehors, il pleuvait, comme souvent à Leipzig.
Il pensait à Rohan, à son dernier avertissement. Il pensait à sa mère, qui attendait des nouvelles qui ne viendraient jamais. Il pensait à la vie qu'il s'était imaginée et à la réalité dans laquelle il s'était retrouvé. Et pour la première fois depuis son arrivée en Allemagne, il s'était permis de pleurer, silencieusement, pour que Mathilde ne l'entende pas. L'été était venu à Leipzig, mais rien n'avait changé pour Vikram. Les jours s'étaient allongés, devenaient plus clairs, plus chauds, mais il ne voyait le soleil que par des fenêtres sales ou sur le chemin du travail dans le bus bondé. Mathilde avait perfectionné sa routine. À 5 heures du matin, elle le réveillait, vérifiait qu'il s'était douché, que ses vêtements étaient propres. Puis elle le renvoyait à l'arrêt de bus, lui mettait un pain sec à la main, qui devait être son petit déjeuner et son déjeuner. À l'entrepôt, Vikram travaillait jusqu'à 19 heures, emballait des caisses, déplaçait des palettes, ne parlait à personne. Les autres ouvriers étaient polonais, roumains, bulgares, tous comme lui sans papier, tous silencieux et méfiants. Quand Vikram rentrait à la maison, Mathilde l'attendait déjà. Elle était assise à la table de la cuisine, devant elle une liste de tâches. La salle de bain devait être récurée, la cuisine nettoyée, le linge lavé et repassé. Vikram travaillait jusqu'à minuit, parfois plus tard, pendant que Mathilde regardait la télévision ou s'occupait de son ordinateur portable et prétendait travailler pour son agence de traduction. Vikram n'avait jamais vu la preuve de cette agence. Pas de clients, pas de documents, rien. Il avait commencé à douter qu'elle existe même. La nourriture était rationnée. Mathilde cuisinait une fois par jour, généralement quelque chose de simple, des pommes de terre avec de la sauce, des pâtes sans beaucoup d'accompagnement. Vikram recevait une petite portion, Mathilde mangeait à peine, le regardait manger à la place avec un regard qui le rendait nerveux. S'il demandait une deuxième portion parce qu'il avait faim après 12 heures de travail physique, elle se mettait en colère. Elle criait qu'il était gourmand, ingrat, qu'il la ruinait de famine. Vikram avait appris à ne plus demander, à ignorer la faim. Après 2 mois à Leipzig, Vikram avait perdu près de 10 kilos. Ses vêtements pendaient sur lui, ses joues étaient creuses. Quand il se regardait dans le miroir le matin, il se reconnaissait à peine. Dans ses yeux résidait un vide qui l'effrayait. Il essayait de se souvenir de qui il avait été en Inde, le jeune homme avec des rêves et des espoirs, mais cette personne semblait avoir existé dans une autre vie. Le contrôle de Mathilde devint absolu. Elle ouvrait son courrier, peu qui arrivait, lisait tout, décidait de ce qui était important. Elle l'accompagnait à l'administration quand il devait renouveler des papiers, parlait pour lui, le laissait juste signer. Elle expliquait aux employés en allemand que son mari ne parlait pas encore l'allemand, qu'il avait du mal à s'intégrer, qu'elle s'occupait de tout. Les employés hochaient la tête, ennuyés, tamponnaient les formulaires, ne s'intéressaient pas à l'homme indien maigre qui se tenait silencieusement à côté de la femme allemande énergique. Un jour, c'était fin juillet. Quelque chose s'était passé qui avait brièvement donné de l'espoir à Vikram. Dans l'escalier, il avait rencontré une voisine, une femme d'âge moyen avec un visage amical. Elle s'était présentée comme Louise Gauthier, habitait au 2e étage, était venue de France à Leipzig il y a des années. Elle parlait un peu l'anglais, demandait à Vikram s'il était nouveau dans l'immeuble, d'où il venait. Vikram, affamé d'interactions humaines, avait commencé à raconter, mais puis il avait entendu les pas de Mathilde dans l'escalier. Mathilde était apparue à côté de lui, avait mis sa main sur son bras de manière possessive, avait souri froidement à Louise. Elle avait dit quelque chose en allemand que Vikram ne comprenait pas, mais le ton était hostile. Louise s'était reculée, avait murmuré une excuse, avait disparu dans son appartement. Mathilde avait traîné Vikram dans les escaliers, ses doigts s'enfonçaient dans son bras. Dans l'appartement, elle avait crié après lui, l'avait appelé un dragueur, un menteur, avait dit qu'elle savait exactement ce qu'il manigançait. Il voulait la quitter, trouver une autre femme, la tromper. Vikram avait essayé de protester, d'expliquer que ce n'était qu'une conversation polie, mais Mathilde n'écoutait pas. Elle l'avait enfermé dans la salle de bain, 3 heures durant. Vikram était assis sur le carrelage froid, l'écoutait se déplacer dans l'appartement,
claquer les portes, parler toute seule. Quand elle l'avait finalement laissé sortir, son visage était calme, presque affectueux. Elle avait dit qu'elle lui pardonnait, mais il devait comprendre qu'elle était jalouse, qu'elle l'aimait, qu'elle avait peur de le perdre. Vikram avait hoché la tête mécaniquement, trop épuisé pour argumenter. La semaine suivante, Vikram avait vu Louise 2 fois dans l'escalier. Les 2 fois, elle avait baissé les yeux, n'avait pas salué, avait passé rapidement. Mais la 2e fois, alors qu'elle passait devant lui, elle lui avait glissé quelque chose dans la main, si vite qu'il ne l'avait remarqué que quand elle avait déjà disparu. Dans sa paume reposait un morceau de papier plié. Vikram l'avait rapidement mis dans sa poche, le cœur battant. En haut dans l'appartement, il avait attendu que Mathilde soit dans la chambre, puis avait déplié le papier avec des doigts tremblants. Le message était écrit en anglais, en écriture précipitée. « Je t'ai entendu crier. Si tu as besoin d'aide, frappe 3 fois à ma porte. J'appellerai la police. Elle. » Vikram avait fixé les mots, les avait relus encore et encore. Quelqu'un savait que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un offrait son aide, mais immédiatement, les doutes avaient surgi. S'il appelait la police, qu'alors? Il travaillait illégalement. Son visa dépendait de Mathilde. Le croirait-il ou le renverrait-il en Inde, le voyant comme le coupable, comme l'homme qui voulait exploiter une femme allemande? Vikram avait déchiré le papier en minuscules morceaux, les avait jetés aux toilettes. Il ne pouvait pas prendre ce risque, pas maintenant, pas encore. Il devait avoir un meilleur plan, devait collecter des preuves, devait trouver un chemin qui était sûr. Mais les jours devenaient pires. Mathilde avait commencé à le frapper, pas souvent. Pas assez fort pour laisser des blessures visibles, mais assez pour lui montrer qui avait le contrôle. Un coup au visage, si le repas n'était pas prêt à temps. Une poussée contre le mur, s'il nettoyait trop lentement. Vikram avait appris à se baisser, à obéir, à devenir invisible. En août, Mathilde lui avait enfin permis d'appeler sa famille. Elle lui avait donné son vieux téléphone, s'était assise à côté de lui, avait écouté chaque mot. Vikram avait appelé sa mère. Sa voix tremblait d'émotion. Sa mère avait pleuré de soulagement, avait posé 1000 questions. Pourquoi ne s'était-il pas manifesté? Tout allait-il bien? Comment était l'Allemagne? Vikram avait menti, avait dit que tout était merveilleux, il était juste occupé par le travail, par l'adaptation. Mathilde avait hoché la tête satisfaite. Sa mère avait raconté qu'elle allait mieux, les médicaments aidaient. Son frère avait trouvé un travail, sa sœur allait bientôt se marier. Ils avaient demandé quand Vikram pouvait envoyer de l'argent, comme il l'avait promis. Vikram avait regardé Mathilde, qui avait secoué la tête. Il avait dit que cela prendrait encore un peu de temps. La bureaucratie en Allemagne était compliquée, mais bientôt, très bientôt. Sa mère avait soupiré déçue, avait dit qu'elle comprenait, qu'ils attendraient. Après l'appel, Mathilde avait repris le téléphone, l'avait verrouillé à nouveau. Vikram était resté assis à la table, se sentait plus vide qu'auparavant. Il avait menti à sa famille, leur avait donné de faux espoirs, il ne pouvait pas tenir. L'argent qu'il gagnait allait entièrement à Mathilde. Il ne voyait pas un centime. Une nuit, c'était début septembre. Vikram n'avait pas pu dormir. Il s'était levé du canapé, s'était approché silencieusement de la fenêtre, avait regardé les rues sombres de Leipzig. Quelque part là-dehors, les gens vivaient des vies normales, avaient la liberté, la dignité, un avenir. Vikram n'avait rien de tout cela. Il était un prisonnier dans cet appartement, dans ce pays, dans ce mariage. Il avait entendu un bruit derrière lui, s'était retourné. Mathilde se tenait à la porte de la chambre, l'observait. Elle avait demandé ce qu'il faisait, pourquoi il ne dormait pas. Vikram avait dit qu'il ne pouvait pas dormir, trop de pensées. Mathilde s'était rapprochée et pour la première fois en semaine, elle l'avait touché doucement, avait caressé son bras. Elle avait dit qu'elle savait que c'était difficile, que l'adaptation prenait du temps. Mais ils devaient tenir bon, cela s'améliorerait. Ils construiraient ensemble une bonne vie. Vikram l'avait regardée, cette femme qui l'avait amené ici avec de fausses promesses, qui le contrôlait, le maltraitait, le gardait prisonnier. Et il avait vu dans ses yeux qu'elle croyait vraiment à ce qu'elle disait. Dans sa perception tordue, c'était cela l'amour, c'était normal.
Et c'était encore plus terrifiant. Vikram avait hoché la tête silencieusement, était retourné au canapé, s'était allongé. Mathilde s'était tenue encore un moment, puis avait disparu à nouveau dans la chambre. Et Vikram restait là dans le noir, comptait les jours depuis son arrivée, 3 mois, 90 jours, qui semblaient 900 ans, et se demandait combien d'autres viendraient. Septembre s'était transformé en octobre. Les feuilles s'étaient teintées de jaune et de rouge, tombaient des arbres. Leipzig montrait ses plus beaux côtés, mais Vikram ne voyait rien. Sa vie s'était réduite à quelques mètres carrés, l'appartement, le bus, l'entrepôt, de retour. Le monde extérieur n'existait pour lui que comme une toile de fond flou derrière des vitres. Puis était venu le jour qui avait changé tout. C'était un mercredi ordinaire. Vikram travaillait à l'entrepôt, empilait des cartons, quand son patron, un homme bulgare nommé Dimitar, s'était approché. Dimitar parlait l'anglais cassé, avait à peine remarqué Vikram jusqu'à présent, mais aujourd'hui il paraissait différent, préoccupé presque. Il avait tiré Vikram à part, avait demandé tranquillement si tout allait bien chez lui. Vikram était confus, avait dit oui, tout allait bien, pourquoi demandait-il cela? Dimitar avait hésité, puis avait raconté qu'une femme était venue à l'entrepôt le matin, une Allemande, avait demandé après un ouvrier indien, avait donné la description de Vikram. Le manager avait dit qu'il n'y avait personne qui travaillait officiellement ici, l'avait renvoyé. Mais Dimitar avait entendu la conversation, avait vu la femme attendre dans la voiture pendant des heures jusqu'à ce qu'elle finisse par partir. Vikram avait senti le froid l'envahir. Mathilde, elle le contrôlait maintenant même ici, sur son lieu de travail. Le seul endroit où il pouvait échapper quelques heures à sa surveillance directe. Dimitar avait vu sa réaction, lui avait posé la main sur l'épaule, avait dit que s'il avait des problèmes, il y avait des organisations qui pouvaient aider. Il connaissait des gens qui s'occupaient des ouvriers dans des situations difficiles. Vikram avait secoué la tête, avait dit que tout allait bien, juste un malentendu, puis était retourné au travail, mais ses mains tremblaient. Ce soir-là, Mathilde l'attendait déjà à la porte quand Vikram avait pénétré dans l'appartement. Son visage était un masque de colère glaciale. Elle avait demandé où il avait été, pourquoi il rentrait plus tard que d'habitude. Vikram avait expliqué que le bus avait du retard, mais Mathilde ne l'avait pas cru. Elle l'avait accusé d'avoir une affaire, d'avoir rencontré quelqu'un à l'entrepôt, de lui mentir. Vikram avait essayé de la calmer, avait juré qu'il n'y avait personne, qu'il lui était fidèle, mais Mathilde était hors d'elle. Elle avait fouillé ses poches, ses vêtements, avait reniflé son chemise, cherchait des preuves d'une infidélité qui n'existait pas. Quand elle n'avait rien trouvé, elle était devenue encore plus furieuse. Elle avait crié qu'il était malin, avait appris à effacer ses traces, mais elle n'était pas stupide, elle le prendrait en flagrant délit. Puis elle l'avait enfermé à nouveau dans la salle de bain, cette fois toute la nuit. Vikram était assis par terre, enroulé sur lui-même, essayait de ne pas penser au froid, à la faim, à l'humiliation. Le lendemain matin, elle l'avait laissé sortir, comme si rien ne s'était passé. Elle avait préparé le petit déjeuner, du thé et du pain grillé, s'était assise face à lui, avait souri. Elle avait dit qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait été trop dure, qu'elle était désolée. Mais il devait comprendre qu'elle avait seulement peur de le perdre, qu'elle l'aimait tellement que cela lui faisait mal. Vikram avait hoché la tête mécaniquement, avait mangé le pain grillé, bien que cela lui lève le cœur. Ces moments étaient presque pires que la colère, cette soudaine gentillesse, censée lui faire oublier ce qu'elle lui faisait. Mathilde avait une annonce. Elle allait arrêter de travailler, avait-elle dit, fermer l'agence de traduction. Cela ne valait plus la peine, la concurrence était trop forte. À la place, elle resterait à la maison, s'occuperait du ménage, de lui. Vikram avait immédiatement compris le vrai sens. Elle serait désormais à la maison tout le temps, ne le laisserait plus une seule seconde. Son dernier morceau d'espace libre disparaîtrait. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Mathilde l'accompagnait à l'arrêt de bus, attendait qu'il monte, restait là et regardait jusqu'à ce que le bus disparaisse. Le soir, elle était à nouveau là,
le regardait descendre, marchait à côté de lui jusqu'à l'appartement. À l'entrepôt, elle appelait plusieurs fois par jour, parlait avec le manager, demandait si Vikram était là, s'il travaillait, s'il parlait avec quelqu'un. Le manager, ennuyé par les appels constants, menaçait de renvoyer Vikram. Vikram le suppliait de ne pas le faire, il avait besoin de ce travail, et le manager soupirait, le tolérait, mais à contre-cœur. Vikram avait commencé à élaborer des plans. La nuit, quand Mathilde dormait, il restait éveillé et pensait. Il devait s'enfuir, c'était clair, mais comment? Il n'avait pas d'argent, pas de passeport, ne connaissait personne dans cette ville. La seule personne qui lui avait offert de l'aide était Louise, mais il avait détruit son message, avait eu peur. Peut-être était-ce le moment de surmonter cette peur. Un dimanche, quand Mathilde était allée au supermarché, Vikram devait rester à la maison et nettoyer. Il avait entendu des pas dans l'escalier. Avec prudence, il avait ouvert la porte d'un geste, avait regardé dehors. Louise montait les escaliers, un sac d'épicerie à la main. En voyant Vikram, elle s'était arrêtée. Ses yeux demandaient, sans qu'elle n'ait besoin de parler. Vikram avait ouvert la porte plus largement, avait chuchoté rapidement en anglais. « S'il vous plaît, aidez-moi, je suis piégé. Elle a mon passeport, mon téléphone, tout. » Louise avait hoché la tête rapidement, s'était regardée autour d'elle, avait chuchoté en retour « Je connais quelqu'un, travailleur social, aide des gens comme toi. Je le ramène quand elle n'est pas là. » Quand est-elle à nouveau partie? Vikram avait pensé fébrilement. Mathilde allait à la banque chaque jeudi matin, était partie environ 1 heure. Louise avait hoché la tête, avait dit « Jeudi, 11 heures, je viens avec lui ». Puis, ils avaient entendu la porte d'entrée, les pas de Mathilde dans l'escalier. Louise était partie rapidement. Vikram avait fermé la porte, s'y était appuyé. Son cœur battait à tout rompre. Mathilde était entrée, méfiante. Elle avait demandé pourquoi la porte était ouverte. Vikram avait menti, avait dit qu'il aérait, que c'était étouffant. Mathilde l'avait observé longtemps, puis semblait l'accepter. Mais le reste de la journée, elle l'avait observé de plus près qu'avant, l'avait suivi de pièce en pièce, ne l'avait pas laissé seule 1 seconde. Les jours jusqu'à jeudi avaient été un supplice. Vikram essayait de paraître normal, obéissant, soumis comme Mathilde l'attendait, mais intérieurement une flamme d'espoir brûlait qu'il ne pouvait pas éteindre. Enfin, quelqu'un l'aiderait, comprendrait, lui montrerait un chemin pour sortir. Le jeudi matin est arrivé. Mathilde s'était habillée, avait pris son sac à main, avait dit à Vikram de nettoyer la salle de bain, elle vérifierait à son retour. Vikram avait hoché la tête, avait attendu d'entendre la porte d'entrée, puis avait couru à la fenêtre, l'avait vue marcher dans la rue, jusqu'à ce qu'elle disparaisse autour du coin. Il avait respiré profondément, essayé de rester calme. À 11 heures, il viendrait. Il devait tenir bon. Pile à 11 heures, on avait frappé. Vikram avait ouvert la porte, ses mains tremblaient. Louise était là, à côté d'elle un homme, la quarantaine, cheveux noirs, yeux bienveillants. Il s'était présenté comme Sébastien Picard, travailleur social dans une organisation qui aidait les victimes de violences domestiques et d'exploitation. Il parlait calmement, professionnellement, demandait à entrer. Dans l'appartement, Sébastien s'était regardé autour de lui. Son visage restait neutre, mais Vikram voyait qu'il remarquait les détails. Le matelas sale sur le canapé où dormait Vikram, les armoires vides, l'absence d'objets personnels. Sébastien s'était assis, demandait à Vikram de tout raconter. Vikram avait commencé à parler, hésitant d'abord, puis de plus en plus vite, les paroles se déversaient, des mois d'oppression, de peur, de désespoir. Sébastien écoutait, prenait des notes, hochait la tête. Quand Vikram avait fini, Sébastien avait dit que ce que Mathilde faisait était illégal. Traite des êtres humains, privation de liberté, exploitation, maltraitance. Vikram avait des droits, même sans passeport allemand, même en tant que mari d'une Allemande. Il y avait des moyens de l'aider, mais il devait être prêt à porter plainte, à coopérer avec la police. Vikram avait hésité. La police signifiait publicité, signifiait que sa famille le découvrirait, qu'elle saurait à quel point il avait échoué.
Sébastien avait vu son hésitation, avait dit doucement que Vikram n'avait pas échoué, qu'il était une victime, que la honte était la dernière chose qu'il devrait ressentir. Mais la décision devait venir de Vikram. Sébastien pouvait lui offrir un lieu sûr, un logement pour les hommes en crise, pouvait l'aider à récupérer son passeport, organiser un avocat. Mais Vikram devait faire le premier pas, devait partir aujourd'hui, maintenant, avant que Mathilde ne rentre. Vikram avait regardé l'horloge. Mathilde serait de retour dans 20 minutes. 20 minutes pour prendre une décision qui changerait sa vie. Il avait pensé aux derniers mois, aux humiliations, à la faim, aux coups. Il avait pensé à sa famille en Inde, aux mensonges qu'il leur avait racontés. Il avait pensé aux mois, aux années à venir, s'il restait. Et puis Vikram s'était levé et avait dit doucement « Je viens avec vous ». Sébastien s'était déplacé rapidement mais méthodiquement. Il avait dit à Vikram de ne prendre que l'essentiel, les documents si possible, mais pas le temps de traîner. Vikram s'était approché du placard verrouillé, avait essayé désespérément de l'ouvrir, mais il était bien fermé. Sébastien avait sorti un outil de sa poche, un petit pied de biche, et en seconde, la serrure était cassée. Dans le placard reposait le passeport de Vikram, son téléphone indien, et quelque chose qui fit figer Vikram, 3 autres passeports. Tous d'hommes, 2 du Bangladesh, 1 du Pakistan, tous jeunes, et tous avec le même type de visa que Vikram. Visa de conjoint, délivré par l'ambassade allemande dans leurs pays respectifs. Sébastien avait pris les passeports, les avait photographiés rapidement avec son téléphone. Son visage était devenu grave. Il avait dit doucement que c'était plus grand que juste le cas de Vikram, que Mathilde semblait l'avoir fait systématiquement. Louise se tenait à la porte, montait la garde, ses yeux fixés sur la rue. Elle comptait les minutes à voix haute, 10 minutes avant que Mathilde ne revienne normalement. Vikram remplissait précipitamment quelques vêtements dans un sac plastique. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine saisir quoi que ce soit. Sébastien l'aidait, emballait les passeports, le téléphone de Vikram, vérifiait s'ils avaient tout ce qui était important. Ils étaient juste à la porte de l'appartement quand Louise avait soudainement inspiré. « Elle arrive !» avait-elle chuchoté avec tension. « Elle revient tôt, elle est déjà dans l'immeuble. » Vikram avait gelé. La panique l'avait envahi. Sébastien était resté calme, pensait rapidement. Il avait dit qu'il devait prendre l'escalier de secours. Par la cave, il y avait une sortie vers la cour. Louise avait hoché la tête, les avait menés rapidement dans l'escalier, loin de l'escalier principal, où les pas de Mathilde étaient déjà entendus. Ils avaient couru à travers l'escalier sombre, le cœur de Vikram battait si fort qu'il était sûr que Mathilde devait le pouvoir l'entendre. Derrière eux, ils entendirent une porte s'ouvrir, la voix de Mathilde qui criait quelque chose, puis ses pas qui s'accéléraient. Elle avait vu la porte du placard cassée, avait compris ce qui se passait. Louise avait ouvert la porte de la cave avec fracas. Il s'était effondré dans les escaliers raides. Sébastien tenait Vikram fermement pour qu'il ne tombe pas. La cave était sombre, sentait le moisi et le vieux béton. Sébastien avait allumé son téléphone comme lampe de poche. Il s'était frayé un chemin entre les vieux meubles et les vélos cassés vers la sortie de secours. La porte était coincée, non utilisée depuis des années. Sébastien s'y était jeté de l'épaule. 1 fois, 2 fois, à la 3e, elle avait cédé. Il se tenait dans la cour, entouré de buissons envahis et de bennes à ordures. La voiture de Sébastien était garée dans la rue suivante. Il devait juste contourner le bâtiment. Mais quand ils ont contourné le coin, Mathilde était là. Elle devait avoir couru, avait coupé le chemin, se tenait maintenant entre eux et la voiture, son visage déformé de rage et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Elle avait crié en allemand, puis en anglais, sa voix s'étranglait. « Tu ne peux pas partir, tu m'appartiens, j'ai tout fait pour toi !» Elle s'était approchée de Vikram, avait tendu la main vers lui, mais Sébastien s'était placé entre eux, calme mais déterminé. Il avait dit quelque chose en allemand que Vikram ne comprenait pas, mais le ton était clair, un avertissement. Mathilde l'avait ignoré, avait essayé de le contourner, mais Sébastien était resté ferme. Louise avait déjà son téléphone à la main,
appelait la police, parlait rapidement en allemand, donnait l'adresse. Mathilde l'avait entendu, avait réalisé qu'elle avait perdu, et quelque chose en elle s'était cassé. Elle s'était effondrée sur ses genoux, avait commencé à pleurer, sanglotait qu'elle voulait juste être aimée, qu'elle avait été tellement seule, que personne ne l'avait jamais voulu. Vikram la regardait, cette femme qui l'avait maintenue prisonnier pendant des mois, maltraitée, exploitée, et ressentait un moment quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Presque. La police était arrivée en quelques minutes. 2 agents, un homme et une femme, tous 2 jeunes. Sébastien avait expliqué la situation, avait montré sa pièce d'identité de travailleur social, les passeports qu'ils avaient trouvés. L'agent féminin dont le badge montrait K. Weber avait pris Mathilde à part, avait parlé avec elle. Mathilde s'était ressaisie, son visage était maintenant un masque, elle niait tout, disait que c'était un malentendu, que son mari était confus, avait des problèmes psychologiques, que ces gens l'avaient manipulé. L'agent masculin avait parlé avec Vikram, avait posé des questions, avait pris des notes. Vikram avait tout raconté, sa voix s'était cassée plusieurs fois, mais il s'était forcé à continuer. L'agent avait écouté, hoché la tête. Son visage restait neutre sur le plan professionnel, mais Vikram voyait la compassion dans ses yeux. Quand Vikram avait parlé des autres passeports, des 3 hommes dont il ne connaissait pas le sort, l'agent était devenu plus attentif, avait radiocommuniqué le siège, demandait des renforts. 1 heure plus tard, Vikram était assis dans la voiture de Sébastien, enveloppé dans une couverture que Louise lui avait donnée. La police avait emmené Mathilde pour l'interrogatoire, avait scellé l'appartement comme scène de crime. Des agents étaient en train de tout fouiller. Sébastien conduisait à travers Leipzig. La ville passait, mais Vikram remarquait à peine quelque chose. Il était en état de choc. Son corps tremblait sans contrôle, bien qu'il fasse chaud dans la voiture. Le foyer pour hommes était situé à la périphérie de la ville, un bâtiment discret qui avait autrefois été une école. Sébastien avait guidé Vikram à l'intérieur, l'avait présenté au directeur, un homme plus âgé nommé Herr Fischer, qui parlait couramment l'anglais. Herr Fischer avait montré à Vikram sa chambre, petite mais propre, avec un vrai lit, une armoire, une fenêtre avec vue sur un petit jardin. Vikram s'était tenu à la porte et ne pouvait pas croire que c'était réel, qu'il était autorisé à être là, que personne ne le frapperait s'il faisait une erreur. Cette nuit-là, Vikram avait mangé pour la première fois en mois un vrai repas. Les résidents du foyer mangeaient ensemble, un groupe coloré d'hommes de différents pays, tous avec leurs propres histoires de fuite et de trauma. Personne ne posait de questions invasives, personne ne fixait. Vikram mangeait lentement, son estomac s'était habitué à de petites portions, mais la nourriture goûtait mieux que tout ce dont il pouvait se souvenir. Le lendemain, Sébastien était venu avec des nouvelles. La police avait trouvé les 3 hommes des passeports, ou du moins essayé. L'un était retourné au Bangladesh, traumatisé, avait réussi à s'enfuir après 6 mois avec Mathilde. Sa famille avait rassemblé de l'argent pour un billet d'avion. Le deuxième, le Pakistanais, avait disparu il y a 1 an. Sa famille à Lahore l'avait signalé disparu, mais personne ne l'avait cherché. Le troisième, également du Bangladesh, était encore en Allemagne, vivait sans abri à Berlin, trop apeuré pour aller à la police, et trop honteux de rentrer chez lui. Sébastien avait dit que le procureur enquêtait contre Mathilde pour traite d'êtres humains, privation de liberté, exploitation, agression. Vikram devrait témoigner s'il y avait procès, mais il recevrait une protection, un avocat, un soutien. Son visa serait prolongé indépendamment de Mathilde. En tant que victime d'un crime, il en avait le droit. Vikram avait écouté, hoché la tête, mais une partie de lui était encore prisonnière dans cet appartement, entendait les pas de Mathilde, sentait sa main sur son bras. Sébastien avait compris, avait dit que la guérison prenait du temps, que c'était normal de se sentir ainsi. Il avait arrangé des séances de thérapie, un psychologue qui avait l'expérience du trauma. Dans les semaines suivantes, Vikram avait lentement commencé à comprendre ce qui s'était passé.
Dans les séances de thérapie, il avait parlé de la honte, de la culpabilité, du sentiment d'avoir échoué. Le thérapeute, Dr. Klein, lui avait toujours dit qu'il n'avait pas échoué, qu'il avait été manipulé, trompé, exploité, que rien de tout cela n'était sa faute. Lentement, très lentement, Vikram avait commencé à le croire. Un jour, presque 2 mois après sa fuite, Vikram s'était permis d'appeler sa famille. Il l'avait remis, ne savait pas quoi dire, comment expliquer ce qui s'était passé, mais Rohan avait déjà parlé à sa mère, avait délicatement mentionné qu'il avait entendu dire que Vikram avait eu des difficultés. La mère de Vikram était inquiète, effrayée, exigeait de savoir ce qui n'allait pas. Vikram lui avait dit la vérité, pas tout, pas les pires détails, mais assez. Sa mère avait pleuré, non pas de déception comme il l'avait redouté, mais de soulagement qu'il soit vivant, qu'il soit en sécurité. Elle avait dit que l'argent n'était pas important. Lui, c'était important. Il devait prendre soin de lui, faire ce qu'il devait faire pour guérir. Et pour la première fois en très longtemps, Vikram avait pleuré, non pas de désespoir, mais de soulagement. Le procès contre Mathilde Georges avait commencé par un froid jour de février, 9 mois après que Vikram ait fui son appartement. La cour d'appel de Leipzig était un immeuble imposant du XIXe siècle, avec de hauts plafonds et des boiseries qui intimidaient Vikram. Sébastien l'accompagnait, s'était assis à côté de lui au banc des témoins, une présence rassurante dans cet environnement étrange et effrayant. Mathilde était assise sur le banc des accusés, flanquée de son avocat, un homme mince, aux cheveux gris et au costume cher. Elle semblait plus petite que dans le souvenir de Vikram, vieillie, son visage s'était creusé. Quand leurs regards s'étaient croisés, Vikram avait rapidement détourné la tête, sentait l'ancienne peur remonter en lui. Dr. Klein lui avait dit que c'était normal, que le trauma ne disparaît pas simplement parce que le perpétrateur est en jugement. Le procureur, une femme à la quarantaine nommée Dr. Schneider, avait présenté le cas méthodiquement. Elle avait présenté les preuves, les passeports des 4 hommes que Mathilde avait épousés sur une période de 6 ans, des relevés de compte qui montraient qu'elle avait systématiquement dépensé ses économies, des témoignages de voisins qui avaient entendu des cris, avaient des soupçons, mais n'avaient jamais intervenu. Le premier homme, Rachid du Bangladesh, avait témoigné par lien vidéo depuis Dhaka. Il était venu en Allemagne en 2017, avait vécu 5 mois avec Mathilde dans des conditions similaires à celles de Vikram. Quand il avait essayé de s'enfuir, Mathilde l'avait menacé avec un couteau, avait dit qu'elle le tuerait, puis elle-même. Rachid était parti quand même, avait réussi à se rendre à l'ambassade bangladaise qui l'avait aidé à revenir. Il n'avait jamais porté plainte, trop traumatisé, trop honteux. Le deuxième homme, Jamal du Pakistan, restait disparu. Sa famille avait appris ce qui s'était passé grâce aux enquêtes policières, avait cherché après lui, mais sans succès. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il était peut-être mort, que Mathilde avait peut-être poussé plus loin qu'avec les autres, mais il n'y avait pas de preuves, pas de corps, juste des suppositions. Le troisième homme, Karim, également du Bangladesh, avait été trouvé à Berlin, vivait dans la rue. La police l'avait amené à témoigner, mais Karim était trop détruit, pouvait à peine parler, tremblait sans contrôle, quand le nom de Mathilde était mentionné. Le juge avait accepté sa déposition écrite, l'avait exempt de sa présence personnelle. Puis était venu le tour de Vikram de témoigner. Il s'était approché du micro, sa voix tremblait en donnant son nom, sa date de naissance, son origine. Dr. Schneider avait posé des questions, doucement mais fermement, le guidait à travers l'histoire. Comment il avait rencontré Mathilde, ce qu'elle avait promis, à quoi ressemblait la réalité. Vikram avait parlé de l'isolement, de la violence, de la faim, de la peur. Plusieurs fois, il avait dû s'arrêter, boire de l'eau, rassembler ses émotions. L'avocat de Mathilde avait essayé de le contre-interroger, insinuait que Vikram était venu volontairement, qu'il voulait exploiter Mathilde pour un visa, qu'il exagérait maintenant la situation pour l'attention et la pitié. Vikram sentait la colère remonter en lui, mais Sébastien l'avait préparé.
Il était resté calme, avait répondu avec des faits, avec la vérité. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, les rapports médicaux documentaient sa malnutrition, les évaluations psychologiques diagnostiquaient un trouble de stress post-traumatique. Après 3 jours de procès, le tribunal s'était retiré pour délibération. Vikram attendait avec Sébastien dans un petit café en face du tribunal, buvait du thé nerveusement, ne pouvait rien manger. 2 heures plus tard, ils avaient été rappelés. Le juge, un homme plus âgé, au visage sévère, avait lu la sentence. Mathilde Georges avait été reconnue coupable de traite d'êtres humains en vue de l'exploitation, de privation de liberté dans plusieurs cas, d'agression, de falsification de documents. La peine: 6 ans d'emprisonnement, versement de dommages et intérêts aux victimes, interdiction d'entrée à vie pour les ressortissants non UE après l'exécution de la peine. 6 ans. Vikram s'était assis et avait essayé de comprendre ce que cela signifiait. 6 ans pour près de 7 ans d'exploitation systématique de 4 hommes, pour peut-être une 5e victime qui n'avait jamais été trouvée. Dr. Schneider lui avait expliqué auparavant que le système judiciaire allemand misait sur la réhabilitation, pas sur la vengeance, que 6 ans était effectivement une peine difficile pour ce type de crime. Mais pour Vikram, cela ne semblait pas être assez. Mathilde n'avait montré aucune réaction quand la peine avait été prononcée. Son visage était resté inexpressif, vide. Quand elle avait été emmenée, elle s'était retournée une fois, avait regardé directement vers Vikram. Dans ses yeux résidait aucun remords, aucun regret, juste une étrange vacuité. Vikram avait frissonné, avait détourné le regard. Dehors, devant le tribunal, Dr Schneider avait brièvement parlé à la presse qui s'était rassemblée. Le cas avait attiré l'attention, avait fait les gros titres. Femme allemande retient un homme indien captif. Traite moderne au cœur de Leipzig. Vikram était resté en arrière-plan, avait caché son visage, ne voulait pas de caméra, pas d'interview. Sébastien l'avait protégé, l'avait ramené au foyer. Dans les mois suivant le procès, Vikram avait lentement commencé à construire une nouvelle vie. La thérapie avait aidé. Les cauchemars étaient devenus moins fréquents, bien que non complètement disparus. Herr Fischer du foyer l'avait aidé à trouver un travail légal dans une petite cuisine de restaurant indien à Leipzig. Le travail était dur, le salaire n'était pas terrible, mais c'était du travail honnête, avec un vrai contrat, avec des droits. Vikram avait commencé à apprendre l'allemand, avait suivi des cours, spécialement offerts aux victimes de trauma. La langue était difficile, la grammaire déroutante, mais il était déterminé. L'Allemagne était maintenant son foyer, qu'il le veuille ou non, et il apprendrait à y survivre, à y vivre. Louise le visitait parfois, apportait des gâteaux faits maison, des livres en anglais, des conversations amicales. Elle s'excusait encore et encore, disait qu'elle n'était pas intervenue plus tôt, qu'elle avait vu les signes, mais n'avait pas fait assez. Vikram lui avait pardonné, avait dit qu'elle l'avait finalement aidé, que cela comptait. Louise était devenue une sorte de famille remplaçante, une connexion à la normalité. 1 an après le procès, Vikram se tenait face à une décision. Son visa était devenu permanent. En tant que victime d'un crime, il avait le droit de rester. Il pouvait rester en Allemagne, construire une vie, ou il pouvait retourner en Inde, auprès de sa famille. Il avait appelé Rohan, son vieil ami, qui n'avait jamais cessé le contact, qui avait écrit chaque mois, même si Vikram n'avait pas répondu pendant des mois. Rohan avait dit que, quelle que soit la décision de Vikram, elle serait juste. L'Inde serait toujours là, sa famille l'attendrait toujours, mais peut-être que Vikram avait besoin de distance d'abord, de temps pour guérir, avant de pouvoir revenir. La mère de Vikram avait dit la même chose, avait dit qu'il fasse ce qui lui apporte la paix. Vikram avait décidé de rester, du moins pour le moment. Leipzig n'était plus la ville étrange et effrayante qu'elle avait été. Il avait des chemins qu'il connaissait, des endroits où il se sentait en sécurité, des gens qui l'aidaient. Il avait même trouvé des amis, d'autres hommes du foyer qui avaient leurs propres histoires, qui comprenaient sans parole.
Par un jour de printemps, presque 2 ans après sa fuite, Vikram s'était assis dans un parc à Leipzig, regardait les enfants jouer, les gens se promener. Le soleil brillait chaud sur son visage, les oiseaux chantaient. C'était un jour ordinaire, rien de spécial, mais pour Vikram, c'était extraordinaire. Il était libre, il était en sécurité, il était vivant. Il pensait aux autres hommes, à Rachid, qui était retourné au Bangladesh, qui essayait de reconstruire sa vie, à Karim, qui était encore en traitement, qui apprenait lentement à nouveau faire confiance, à Jamal, dont le sort restait inconnu, une plaie ouverte qui ne guérirait jamais. Et il pensait à tous les autres victimes là-bas, des gens qui étaient dans des situations similaires, trop apeurés, trop honteux pour chercher de l'aide. Vikram avait appris à reconnaître les signes, les drapeaux rouges qu'il avait ignorés à l'époque, les promesses trop rapides, l'isolement de la famille et des amis, le contrôle des documents et de la communication, les menaces déguisées en amour. Sébastien lui avait demandé de partager son histoire, anonymement, pour aider les autres. Vikram avait accepté, avait parlé avec des organisations qui luttaient contre la traite. Si son histoire aidait même une personne à reconnaître qu'elle était en danger, qu'elle méritait de l'aide, alors toute cette souffrance avait un sens. Vikram n'oublierait jamais ce qui s'était passé, les cicatrices resteraient, physiques et mentales. Mais il avait survécu, avait retrouvé sa dignité, avait appris qu'il était plus que ce que Mathilde voulait en faire. Le soleil s'était couché sur Leipzig, plongeait la ville dans une lumière dorée. Vikram s'était levé, était retourné au foyer, à sa petite chambre, à sa nouvelle vie. Ce n'était pas la vie qu'il avait rêvée quand il s'était assis dans cet avion à Mumbai, mais c'était sa vie, et cela suffisait.